À 82 ans, Catherine Deneuve apparaît dans une lumière que personne n'avait vue sur elle auparavant. Une lumière douce, presque vacillante, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Assise dans un fauteuil au tissu usé, elle effleure du bout des doigts un objet posé sur la table. Un vieux carnet de cuir noirci par les années, témoin silencieux d'une histoire qu'elle n'avait jamais osé nommer. Sa voix, lorsqu'elle s'élève enfin, semble venir de très loin, mêlée de fatigue et de vérité. Elle dit qu'il y a des secrets qui protègent et d'autres qui consument, et que celui-ci, elle l'a porté trop longtemps. Le public lui a prêté 1000 amours, 1000 légendes, mais jamais celui dont elle parle aujourd'hui. Celui qui ne fit jamais la une, celui qu'elle n'a jamais tenu par la main en public, celui dont le nom n'a jamais accompagné le sien dans les journaux. Pourtant, c'est lui, murmure-t-elle, qui a traversé sa vie comme une ombre familière. Un amour silencieux, un amour impossible, un amour qui n'a jamais demandé d'être vu pour exister. Était-ce un premier amour ou le dernier refuge d'un cœur trop souvent exposé? Était-ce un choix ou une défaite du destin? Ces questions flottent dans l'air comme une poussière dorée suspendue au-dessus de son souffle. Elle baisse les yeux, puis ajoute quelques mots qui changent la gravité de la pièce. Ce qu'elle s'apprête à dire, personne n'y était préparé. Un vieux micro éteint repose devant elle, immobile, comme prêt à recueillir enfin la vérité que le monde attendait sans oser la demander. Dans les années où Paris semblait encore respirer au rythme des cafés enfumés et des trottoirs luisants après la pluie, Catherine n'était qu'une jeune fille qui apprenait à se reconnaître dans les reflets des vitrines. Elle marchait vite, comme pour rattraper un avenir déjà en mouvement, mais son cœur, lui, battait au tempo plus fragile d'une mélodie hésitante. À cette époque, elle découvrait le cinéma comme on découvre une porte dérobée vers soi-même, et chaque plateau avait l'odeur du possible. C'est là, entre deux prises, qu'elle croisa celui qui fut son premier trouble. Il n'avait rien d'extraordinaire aux yeux du monde, mais pour elle, il portait une lumière intérieure qui adoucissait tout ce qu'il regardait. Ses gestes mesurés, son rire discret et cette manière de la voir comme si elle n'était pas encore célèbre, comme si elle n'était qu'une jeune femme cherchant sa place. Elle apprit auprès de lui la douceur, l'attente et cette brûlure fine qu'on appelle tendresse. Ils se parlaient peu. Les mots semblaient de trop. Leur regard suffisait à bâtir un monde. Un soir, alors que la ville s'endormait sous un voile de brume, il lui offrit un petit carnet beige, presque vide. « Pour ce que tu n'oses pas dire », souffla-t-il. Elle n'écrivit jamais dedans, mais le garda comme on garde un talisman, pas pour ce qu'il contient, mais pour ce qu'il promet. Puis vint le premier adieu, trop tôt, sans raison claire. Un départ précipité, une carrière qui s'envole, deux chemins qui se séparent avant même de s'être trouvés. Le lendemain, elle vit son reflet dans un miroir du studio et comprit que quelque chose en elle venait de changer à jamais. Ce jour-là, elle découvrit qu'un amour peut éveiller ou laisser une ombre qui ne part plus. Et ce soir-là, elle ne savait pas encore que le silence deviendrait son refuge. Les années suivantes s'ouvrirent comme un rideau trop lourd, révélant une scène plus vaste que tout ce qu'elle avait imaginé. Les plateaux devinrent sa maison, les projecteurs son soleil, et la rumeur de la célébrité un fleuve qui l'emporta sans qu'elle puisse résister. À chaque film, son visage se gravait un peu plus dans la mémoire collective, jusqu'à devenir cette icône que toute une génération croyait connaître intimement. Pourtant, plus la foule la reconnaissait, moins elle se reconnaissait elle-même. La gloire, pour Catherine, n'avait jamais été un triomphe. C'était un passage, une vibration, une route qui s'éclaire devant soi tout en assombrissant ce qu'on laisse derrière. Les maquilleurs changeaient son apparence, les rôles changeaient sa voix, et les applaudissements, qui résonnaient comme des vagues puissantes, ne parvenaient jamais totalement à remplir le vide qui grandissait en elle. Un vide discret, élégant comme sa silhouette, mais tenace. Les journées commencèrent à se ressembler, costumes, dialogues, décors. Dehors, on la suivait, on l'attendait, on l'entourait. Dedans, personne n'approchait vraiment.
Même dans les soirées les plus scintillantes, où les verres s'entrechoquaient et où les sourires semblaient éternels, elle se surprenait à chercher un visage qui n'était plus là. Celui de l'homme du carnet beige, celui qu'il avait regardé avant que le monde entier ne le fasse. Elle ne prononçait jamais son nom, même en pensée, comme si le silence déjà devait le protéger. Dans cette ascension fulgurante, un autre homme entra pourtant dans sa vie, non pas comme un amour, mais comme une présence parallèle. Un réalisateur plus âgé, respecté, précis. Il la comprenait professionnellement, la guidait, l'admirait peut-être un peu trop. Ils partageaient les mêmes nuits de tournage, le même goût pour les plans silencieux, la même fatigue. Il devenait son ombre, mais jamais son refuge. Le succès l'éloignait du monde, et lui, malgré sa bienveillance, ne pouvait rien y changer. Chaque récompense, chaque prix, chaque standing ovation semblait sceller un peu plus son destin public et effriter ce qui restait de son destin intime. Au milieu des applaudissements, elle réalisait que personne ne l'attendait réellement une fois la lumière éteinte. Elle était applaudie par des milliers, mais attendue par personne. Un soir, après une avant-première triomphale au Châtelet, elle se retrouva seule dans un long couloir vide. Les murs renvoyaient encore l'écho des bravos. Pourtant, dans cet écho, elle n'entendait plus sa propre voix. Et dans le bruit de la gloire, elle commença à ne plus s'entendre. Cette fissure imperceptible allait bientôt l'amener vers la rencontre qui marquerait toute sa vie, celle dont elle parlerait enfin, des décennies plus tard. C'est au cœur d'une période où tout semblait vaciller qu'il réapparut. Non pas celui du carnet beige, mais un autre visage, inattendu, venu troubler une vie déjà remplie d'ombre et de lumière. Il entra dans son quotidien sans bruit, presque comme une respiration. Un homme d'une élégance discrète, ni acteur ni metteur en scène, mais quelqu'un que la vie lui avait mis sur la route, à un moment où elle croyait ne plus pouvoir aimer autrement qu'à distance. Il avait cette façon rare d'écouter sans interrompre, de regarder sans juger, et surtout de comprendre sans qu'elle ait besoin d'expliquer. Leur première rencontre eut lieu dans un salon presque vide, en fin d'après-midi, alors que le soleil tombait sur les toits parisiens. Elle parlait d'un film à venir, ils parlaient de littérature, et leurs voix semblaient en se frôler sans jamais réellement se toucher. Ils auraient pu rester étrangers. Pourtant, quelque chose en eux se reconnut immédiatement. Une solitude familière, un manque ancien, une fatigue du monde. Au fil des semaines, leurs échanges devinrent des rendez-vous silencieux. Un café partagé, une marche au bord de la Seine, un dîner improvisé dans un appartement où seules les lampes jaunes éclairèrent la table. Son rire, qu'elle croyait perdu, revenait par petites touches. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde autour semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin. Car cet amour n'était pas un amour libre. Il appartenait à une zone grise, tissée de regards interdits et de promesses impossibles. Lui n'était pas tout à fait disponible. Elle n'était jamais totalement seule. Leur passion, belle et dangereuse, ne pouvait vivre qu'en marge de leurs vies officielles. Ils ne s'appartenaient que dans les interstices du temps. Une nuit, alors qu'ils se retrouvaient dans une maison isolée près d'Honfleur, elle comprit que cet homme deviendrait la grande ligne invisible de son existence. Il n'y eut pas de déclaration, pas de moment théâtral. Seulement un silence lourd d'évidence, un silence qui disait plus que tout ce que la parole aurait pu détruire. Elle rit, il l'observait. Le temps s'arrêtait, mais le temps ne reste jamais immobile très longtemps. La réalité les rattrapa, lente mais implacable, des obligations, des attentes, des regards extérieurs. Et puis, soudain, un éloignement presque naturel, comme si l'univers décidait pour eux ce qu'ils n'avaient pas le courage de décider eux-mêmes. Leur histoire n'eut pas de fin, seulement une pause qui dura toute une vie. Et c'est dans cette pause, dans ce vide délicat, que naquit l'amour silencieux qu'elle avouerait enfin, des décennies plus tard. Les années avaient passé comme un souffle trop long, et leur chemin s'était éloigné sans jamais vraiment se perdre. Elle tournait des films aux quatre coins du monde, lui poursuivait une vie discrète, presque effacée du tumulte public. Pourtant, dans les instants de fatigue ou d'ennui, une image revenait toujours à elle, son profil dans la lumière d'une lampe, son silence qui réchauffait plus que n'importe quelle parole. L'amour qu'ils avaient partagé
était devenu un fil invisible, tissé à travers les décennies, tendu mais jamais rompu. Elle n'osait pas y penser trop souvent, de peur de réveiller un manque qu'elle croyait apprivoisé. Mais certaines nuits, en rentrant d'un tournage tardif, elle retrouvait ce vide familier dans son appartement parisien et comprenait que rien ni personne ne l'avait jamais comblé de la même manière. Ce n'était pas un regret, c'était une vérité qui s'imposait doucement. Un jour, lors d'une interview rare, un journaliste lui demanda s'il y avait un amour qu'elle n'avait jamais avoué. Elle resta silencieuse. Le studio, pourtant animé quelques instants plus tôt, semblait soudain suspendu dans une gravité nouvelle. Sa main se posa instinctivement sur la coudoir, comme pour retenir un souvenir qui menaçait de s'échapper. « Il y a eu quelqu'un », dit-elle finalement, d'une voix basse. Elle ne donna pas de nom, elle ne donna pas de date. Elle donna seulement une phrase qui fit frissonner la pièce entière. « Je l'ai aimé en silence, toute ma vie. » Le journaliste pris de court, voulut creuser davantage. Elle sourit doucement, comme on sourit à quelqu'un qui ne comprend pas encore qu'un secret n'existe pas pour être livré, mais pour être honoré. Ce sourire, capté par les caméras, devint aussitôt l'un des moments les plus énigmatiques de sa carrière. Ce soir-là, de retour chez elle, elle ouvrit un tiroir qu'elle n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur reposait une simple lettre jamais envoyée, soigneusement pliée, écrite dans une encre désormais un peu pâlie. Quelques mots seulement. Pas de déclaration, pas de supplique, juste une phrase qui avait survécu au temps. « Je pense à toi plus que je ne le dis. » Elle referma le tiroir avec la lenteur d'un adieu qui n'a plus besoin d'être prononcé. Car pour la première fois, elle avait permis à ce fragment de vérité de respirer hors d'elle-même. La confession ne libérait pas seulement un secret, elle libérait un cœur. Dans la pénombre de la pièce, on aurait pu jurer entendre son souffle se dénouer, comme si le poids de tant d'années se dissipait enfin. Elle venait de dire l'essentiel. Et le silence, pour une fois, ne pesait plus. Les dernières années de Catherine s'écoulent comme une saison qui s'attarde, douce et fragile, baignée d'une lumière qui ne brûle plus. Elle travaille encore par instants, mais les plateaux ne sont plus son refuge. Ils ne sont qu'un lieu de passage. Ce qui demeure, c'est ce calme nouveau qui l'habite, une paix venue de loin, peut-être née le jour où elle a enfin laissé son secret respirer. Dans son appartement, les objets semblent parler à sa place. Une photographie tournée vers le mur, un foulard jauni, la lettre jamais envoyée, reposant toujours dans son tiroir. Elle ne les touche presque plus, elle les laisse vivre leur propre silence, car elle a compris, avec le temps, que certaines vérités ne se transmettent pas. Elles se partagent avec soi-même, doucement, comme une prière sans mots. Parfois, assise près de la fenêtre donnant sur la rue, elle regarde les passants sans vraiment les voir. Elle écoute le souffle du vent dans les arbres, ce son léger qui ressemble à une mémoire. Il lui arrive encore de penser à lui, mais la pensée n'est plus une douleur. Elle est une lumière tamisée, un fil discret qui relie hier à aujourd'hui. Elle sait désormais qu'aimer ne signifie pas toujours posséder, ni même vivre côte à côte. Aimer, c'est accepter que certaines présences existent dans les interstices du temps, là où personne ne peut les atteindre ou les juger. Et si aimer, c'était simplement se souvenir sans rancune. Et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions. Dans la pièce, un rayon de soleil glisse sur la lettre pliée, comme une dernière caresse du destin. L'air semble retenir un souffle, puis tout s'apaise. Et quelque part, dans le silence, leur histoire continue encore.